Bonjour à tous, la parole au maire. Aujourd'hui, mon invité est Sébastien Miosek, maire de Riec-sur-Bellon et président de Quimperlé Communauté. Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous sommes donc dans le Penarbed, ce Finistère cher à mon cœur. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Riec-sur-Bellon pour commencer? Eh bien, Ronan, bienvenue chez toi et chez vous, puisque c'est une commune que nous partageons. Exact. On se retrouve donc à Riec-sur-Bellon, une commune de 4000 habitants. On se retrouve ici sur le port du Bellon, au bord de la rivière qui a donné une partie de son nom à la commune. La commune de Riec-sur-Bellon, elle est connue pour ses huîtres. On est au bord des parcs ostréicoles ici. Et c'est une commune de donc, un peu plus de 4000 habitants, en croissance démographique continue depuis ces dernières années, basée beaucoup sur l'industrie agroalimentaire et l'agriculture, même si nous sommes une commune de bord de rivière et avec aussi une forte attractivité touristique qui nourrit aussi pas mal d'activités économiques de la commune. Bon, très beau pitch pour commencer, hein. On se balade le long de la rivière où sont élevées ces fameuses huîtres du Belon. Est-ce que les huîtres du Belon, c'est les meilleures du monde? Alors, forcément, je ne peux pas dire l'inverse, mais c'est une histoire tout à fait particulière. Alors, c'est évidemment de l'activité économique, de l'emploi, une identité, mais c'est aussi toute une filière. Et nos huîtres, même si beaucoup sont élevés et grandissent ici et jusqu'à être dégustés, il y a aussi toute une industrie avec une filière qui prend aussi une partie de sa source dans la baie de Morlaix, un territoire auquel je suis attaché parce que je suis aussi originaire de là-haut. Donc c'est une forme de continuité avec ma propre vie personnelle. Mais les huîtres du Bellon sont très bonnes. Plateau Creuse. Alors, la plate, c'est la Belon, puisqu'on dit Belon. La rivière, c'est bien le Bellon, mais l'huître a été connue sous le nom. Donc la rivière, c'est le Bellon. L'huître, c'est la Belon, sans accent, puisque en breton, il n'y a pas d'accent. Et quand elle a commencé à avoir une forme de renommée il y a quelques décennies déjà, il n'y avait pas cet accent-là dessus. Et donc les Parisiens, notamment en dehors de la Bretagne en tout cas, ont prononcé le nom sans l'accent, d'où la Belon. C'est pour ça qu'on dit que la plate, c'est bien la Belon, celle qui est d'ici. Mais il y a eu un renouvellement de souche il y a déjà quelques décennies, donc c'est pas forcément la même huître exactement que celle d'il y a 150 ans. Bon, on va manger des huîtres, donc on chemine le long du Belon, hein, belle lumière. On comprend pourquoi les peintres avaient l'habitude de venir poser, peindre dans le coin. Alors parlons de cette campagne présidentielle qui est en train de s'ouvrir. On va bientôt rentrer, j'allais dire, dans la campagne officielle. Quel regard portez-vous sur l'élection présidentielle? L'élection présidentielle en soi, c'est devenu un rendez-vous démocratique qui dicte presque tout dans la vie politique française. Je dirais malheureusement, puisque ça veut dire qu'on résume l'élection d'une femme ou d'un homme, et historiquement toujours d'un homme. C'est cette élection-là qui fait le tempo politique pour l'ensemble du mandat, d'autant plus depuis le quinquennat. Et je trouve ça particulièrement regrettable dans la mesure où il n'y a pas de femme ou d'homme providentiel, quoi qu'on en dise. Mhm. Et on a besoin d'avoir une vie démocratique qui soit rythmée autrement que par cette seule élection. Les élections locales en sont évidemment une, et les élections législatives aussi. Donc je trouve dommage que ces élections de 2022, mais 2017, 2012 ou 2007 n'ont pas forcément beaucoup été très différentes de ce point de vue-là. On n'arrive pas à prendre de la hauteur et arriver aussi à avoir un paysage politique qui soit moins fracturé que celui qu'on constate aujourd'hui. Alors je suis un homme de gauche, adhérent du Parti Socialiste. Évidemment, à gauche, c'est encore plus le cas que dans d'autres familles politiques. Mais malgré tout, toutes les familles, de façon assez générale, sont fracturées. Alors que la politique, ça ne peut être, et c'est ce qu'on voit à l'échelon local, ça ne peut être que de rassembler, faire construire des compromis. Je trouve que c'est pas un gros mot, un compromis, et c'est de trouver un accord qui rassemble au-delà d'une majorité. Et quand aujourd'hui un président ou une présidente est au premier tour à 10, 15, 20%, c'est très loin d'une majorité. Alors prenons de la hauteur. Quelles sont les priorités et quels sont les vrais sujets selon vous? Ici, on est en Bretagne. On entend beaucoup parler dans le débat national, notamment cet automne et cet hiver, des questions d'identité, d'immigration. Ici, objectivement, ce n'est pas un sujet que j'entends parler en tant qu'élu local. Nos sujets ici, ça va être plutôt en effet l'emploi. Aujourd'hui, on est pas au plein emploi, mais on voit qu'il y a des difficultés d'emploi pour beaucoup d'entreprises, mais aussi pour un certain nombre de salariés qui ont du mal à trouver un emploi. Donc on voit que l'adéquation entre l'offre et la demande n'est pas bonne, et c'est dans l'emploi, dans le travail qu'on peut s'accomplir, de mon point de vue. On a aussi les questions climatiques, qui sont à la fois des sujets extrêmement locaux, parce qu'on peut avoir une forme d'action à l'échelon très local, mais c'est aussi des sujets d'ampleur nationale et internationale.
les questions de pouvoir d'achat qui sont liées aussi aux questions d'emploi, et puis des questions de santé, de système de sécurité sociale qui ont été largement éprouvées pendant la crise, où notre État a su trouver des réponses pour préserver un modèle. On voit que ce modèle, il pose quand même des questions aujourd'hui, notamment dans sa pérennité, et comment on va pouvoir continuer à assumer durablement toutes les dépenses qui étaient extrêmement nécessaires, et qui ont pu un peu interroger les équilibres financiers de notre nation. Donc ces sujets-là, je pense, interpellent, interrogent sous une forme ou sous une autre, parfois de façon indirecte, nos concitoyens, très loin d'un certain nombre de sujets qui font malheureusement la une des médias tout au long des derniers mois. Vous êtes maire d'une commune de 4000 habitants. Est-ce que la situation des communes s'est améliorée depuis 2017? Alors, si on parle de situation financière, on a vécu le mandat d'avant, sous François Hollande, une baisse drastique des dotations. Depuis 2017, on est dans un autre régime où les dotations ne baissent plus. Donc de ce point de vue-là, on peut trouver un certain nombre de satisfactions. Il y a des aides de l'État en investissement qui ne sont pas inintéressantes aussi. Mais on a vécu la suppression de la taxe d'habitation, alors qui est certes compensée par une autre recette, mais on a perdu un certain nombre de pouvoirs, de capacités à pouvoir décider et faire des choix. Typiquement, là, je reprends cet exemple de la taxe d'habitation. Pour nos concitoyens, c'est très bien. Finalement, on ne paiera plus de taxe d'habitation, on peut s'en satisfaire. Mais pour un élu local, c'était un outil sur lequel on pouvait ajuster le niveau d'impôt en fonction du niveau de service public qu'on voulait faire. Aujourd'hui, pour nos communes et surtout pour nos intercommunalités qui sont intimement liées, on a moins de pouvoir qu'avant pour pouvoir ajuster notre niveau de service public avec notre niveau d'impôt local, ce qui pourtant me semble être un principe même de la liberté locale et de la capacité de nos collectivités à pouvoir dialoguer avec ses habitants pour dire j'augmente les impôts certes, mais c'est pour offrir des services publics. Ou inversement, vous voulez moins de services publics, ou on veut moins de services publics et on baisse les impôts. Et ces outils-là aujourd'hui n'existent beaucoup moins, et pour partie liés aux décisions qui ont été prises durant le quinquennat. Bon, donc plutôt positif ou plutôt négatif? Si on regarde les volumes financiers, il n'y a pas de vraies difficultés qu'on peut constater en général, même s'il y a des cas particuliers. Par contre, c'est un vrai recul de liberté locale, et pour moi c'est aussi un problème. On n'est pas juste là pour gérer un montant, on est aussi là pour porter des projets. Alors, ça, c'est la situation des communes. Vous êtes aussi président d'une intercommunalité, l'agglomération de Quimperlé. Vous êtes également président délégué national des intercommunalités de France. D'ailleurs, vous allez faire passer le grand oral aux candidats à l'élection présidentielle le 22 mars prochain. Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats en tant au niveau des intercos justement et des agglos? Quelle est votre demande ou quelles sont vos demandes? L'objectif de ce rendez-vous, c'est de donner aussi de la visibilité à ce qu'on représente, c'est-à-dire les intercommunalités. C'est quelque chose d'assez jeune dans l'esprit et dans le débat public, même si les syndicats de communes existent depuis des décennies, plus d'un siècle. Mais la forme intercommunale, avec une élection que certains qualifieraient peut-être de pas totalement démocratique, mais qui est finalement la même élection. Moi, je suis élu président de l'intercommunalité, comme Anne Hidalgo est élu maire de Paris. C'est le même système électoral. Mais on peut en reparler si vous le souhaitez. Mais donc ce fait intercommunal existe, on a beaucoup de responsabilités, on gère des budgets importants, et on trouvait important de pouvoir donner rendez-vous aux candidats ou à leurs équipes pour qu'ils nous disent comment ils voient ce fait intercommunal, qui est aujourd'hui flagrant, avec des compétences intercommunales qui sont stratégiques en matière de développement économique ou de transition écologique par exemple. Beaucoup de choses se pensent, s'organisent à l'échelle intercommunale, et parfois se fait aussi en lien indirect avec les communes. Cet échelon-là est un vrai échelon qui peut apporter des réponses quand on parle de relance économique après la crise qu'on vit, ou de transition écologique, qui sont des sujets vraiment centraux. Commune, intercommunalité, département, région, État, les couches du millefeuille territorial sont nombreuses. Quelle est la bonne échelle pour gouverner? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette architecture complexe? C'est un vaste sujet, un vieux sujet aussi français, parce qu'en France, on pense l'organisation des territoires la même à Quimperlé, dans les Alpes ou dans le Nord-Pas-de-Calais, et voire même dans l'Outre-mer, même s'il y a quand même quelques nuances en Outre-mer. Et cette incapacité de la France à pouvoir se penser son organisation territoriale de façon peut-être différenciée, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Ce qui est vrai en Bretagne, ce qui est vrai dans le Finistère, n'est peut-être pas vrai dans d'autres coins de France.
Donc donnons-nous de la souplesse. On a des tailles de communes qui sont extrêmement différentes. On a 35 000 communes en France. Il y a eu un certain nombre de communes nouvelles qui ont été faites, mais on reste quand même à 35 000. C'est à peine 3-4% de communes en moins par rapport à il y a quelques années. Ici, on est dans le pays de Quimperlé, par exemple, 16 communes. La plus petite à 800 habitants, la plus grande en a 12 000. On a trouvé une organisation entre communes et intercommunautés qui fonctionne plutôt bien. Mais à 800 habitants, la commune de Guilgomar, qui est la plus petite commune du territoire, reste une très grande commune en France. Sur 35 000 communes, il y en a 25 000 qui sont plus petites que Guilgomar. J'ai des collègues présidents d'intercommunautés où ils ont 50, 100 communes, dont la plupart font quelques dizaines d'habitants. Où là, évidemment, l'offre de services publics, l'offre de vie associative, de vie culturelle, elle n'existe pas, puisque quand on a 50 habitants, un demi-agent municipal, pas d'équipement, évidemment, il n'y a pas tous ces services. Et donc quand on pense l'organisation entre le niveau communal, le niveau intercommunal, voire le niveau régional et départemental, on ne peut pas le penser de la même façon quand on a un tissu de communes extrêmement éclaté comme on l'a chez nous. Donc moi je prône de la souplesse, de la capacité au territoire à pouvoir s'organiser de façon assez libre et qu'on évite de se dire qu'il faut que toutes les régions de France, tous les départements de France, toutes les intercommunalités de France et toutes les communes de France soient organisées de la même façon où qu'on soit. Donnons-nous de la souplesse et pour ça passe par une vraie décentralisation et une vraie capacité des territoires à pouvoir, y compris adapter un certain nombre de règlements, voire de lois, avec des assemblées qui doivent être du coup démocratiquement élues et pouvoir porter ces projets de façon démocratique auprès des habitants. Espérons que cette décentralisation se fasse. Parlons de la crise sanitaire. On est en train d'en sortir, en tout cas pour le moment. Avec cette crise sanitaire, voyez-vous des nouveaux habitants arriver sur votre territoire ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'en Bretagne, on a attiré beaucoup de nouveaux habitants. On a eu justement ces derniers jours l'occasion d'objectiver un peu ça à l'échelle du pays de Lorient-Quimperlé, qui est notre bassin de vie commun. Il s'avère qu'une très grande part, plus des 3/4 des nouveaux habitants qui se sont installés en pays de Quimperlé sont en fait des Bretons. Des Bretons de la Bretagne à 5 départements pour beaucoup. Ah, vrai ? Et donc c'est plutôt des nouveaux habitants de proximité entre guillemets, même si c'est parfois à 150 ou 200 km. Et finalement là où on avait un a priori de dire que c'était des Parisiens au sens large du terme, on va dire, des Franciliens ou en tout cas de l'autre côté de la France qui avaient massivement rejoint les côtes bretonnes. C'est finalement pas si vrai dans les chiffres qu'on a trouvés, enfin même pas vrai du tout. Par contre, tout ça a eu un impact assez fort sur les prix de l'immobilier qui a beaucoup interpellé nos habitants et nous élus locaux parce qu'en fait l'accès au logement est quand même central dans sa capacité à vivre et à s'épanouir sur un territoire. Et quand les prix de l'immobilier ont pris plusieurs dizaines de pourcents en très peu de temps, ça interpelle forcément. Et même si l'arrivée de nouveaux habitants, notamment d'Île-de-France, est marginale dans le volume, c'est eux qui arrivent avec les plus gros portefeuilles. Et donc ça a quand même influé assez fondamentalement sur les prix de marché. Et puis le logement est plus cher aussi en zone urbaine. Donc on a quand même ces nouveaux arrivants, plus que d'habitude, arrivés avec des capacités d'investissement plus fortes, ce qui a eu un effet quand même de dynamique positive ou négative, si on se situe du point de vue de l'acheteur ou du vendeur, sur les prix de l'immobilier. Et ça interpelle sur comment on peut garder des équilibres entre toutes les générations et de la mixité sociale sur des communes littorales comme Riec-sur-Bellon, qui est plutôt très attractive et qui voit sa population augmenter. Mais comment on garde tout cet équilibre-là, c'est tout le défi de l'équipe municipale et aussi des acteurs, notamment de l'intercommunalité ou d'autres acteurs qui interviennent ici. D'ailleurs, à Riec, vous avez commencé depuis quelques années à construire des nouveaux lotissements, avoir plus de capacité, alors que ce n'était pas le cas pendant pas mal de décennies. Il y a un changement de spectre. En fait, la population de la commune avait tendanciellement diminué de façon assez douce. Il n'y avait pas d'effondrement massif, mais des années 60-70 jusqu'aux années 2000. Et donc les équipes municipales au début du 21e siècle se sont dit il y a un sujet. Moi, je suis maire depuis 2018 et avec mes équipes autour de moi, on a pris ce sujet de l'habitat, qui est un sujet compliqué, puisqu'il y a de multiples aspects et souvent assez long dans sa production de résultats. Donc on a sollicité des bailleurs publics pour de l'habitat social. On a aussi porté des opérations, un lotissement communal là, qui est en train de sortir de terre. Et puis porté aussi avec des promoteurs privés pour développer du logement, toujours dans cette idée de diversité d'offres pour attirer des publics différents. Et en étant vigilant aussi à avoir un nouveau modèle de construction qui sont moins consommateurs de foncier agricole. Quand on regarde sur la commune de Riec-sur-Bellon, quand j'ai été élu maire, on a travaillé un nouveau PLU, un nouveau plan local d'urbanisme,
Et ce plan local d'urbanisme prévoyait 24 hectares de zones agricoles qui devenaient des zones à construire, à urbaniser. Le plan d'occupation des sols de la fin des années 80, début des années 90, prévoyait plus de 200 hectares de zones à urbaniser. Donc on voit un changement assez fondamental. Et aujourd'hui, dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en train d'être finalisé, on passe à une douzaine d'hectares, entre 10 et 12 hectares. Et probablement que dans 10 ans, on n'aura presque plus de consommation de terres agricoles, ce qui est aussi bien. Mais par contre, ça impose un nouveau modèle de construction. On ne va plus tous vivre dans une maison, dans un lotissement, avec 1000 m² autour. On doit réinventer des formes de mixité dans la forme du logement, un peu plus de mitoyenneté, retravailler aussi nos centralités, avec des logements qui sont aussi aménagés en plein cœur du bourg. On continue à cheminer vers les parcs à huîtres, un temps extraordinaire. Ça donnerait presque envie de piquer une petite tête. Elle doit être un peu fraîche. Elle doit être un peu fraîche. On est en train de parler de la population. Donc j'ai surtout interviewé des maires d'Ille-et-Vilaine jusqu'à présent et je dois avouer que la trajectoire démographique n'a rien à voir avec celle du Finistère. J'ai l'impression qu'il y a presque une Bretagne à deux vitesses avec des métropoles nantaises et rennaises qui voient leur population augmenter très fortement, le littoral aussi, et d'autres zones, d'autres territoires comme les Côtes-d'Armor, comme le Finistère, où la croissance est moins forte, voire stagnation parfois. Est-ce que ça pose un problème ? Alors, on se situe en effet sur le littoral sud-breton, qui est un territoire où on a une attractivité en nombre d'habitants qui est assez forte. Rijeka est de ce point de vue-là attractive, mais reste, on va dire, dans le milieu de la croissance. Donc il y a des territoires littoraux où ça explose vraiment dans tous les sens, comme aussi dans les territoires métropolitains ou autour des grandes villes. Nous, on a prôné plutôt un développement de l'habitat qui soit mesuré et progressif et pas trop fort. Donc de ce point de vue-là, on fait attention à cet équilibre-là pour ne pas avoir un développement non plus des équipements publics trop compliqués, avec des ouvertures de classes par exemple qui se font en nombre pendant quelques années, et puis 10 ans, 15 ans plus tard, on ferme les classes en nombre aussi de façon très, très rapide. Donc on est très heureux de ce développement, on va dire, modéré mais continu. Raisonné. Mais pour autant, c'est aussi la difficulté de l'exercice, c'est que parfois on subit, et typiquement les maires des communes autour de Rennes ou de Nantes, pour certains, alors il y a une politique proactive, hein, mais pour beaucoup, ils subissent aussi une demande forte de logement, et pour pouvoir répondre aussi à leurs habitants locaux, il faut aussi qu'ils produisent du logement, mais de fait ça accueille des nouveaux habitants. Donc les politiques de l'habitat sont des politiques très complexes qu'on a intérêt à piloter, et c'est aussi l'intérêt du niveau intercommunal, si je peux me permettre de revenir sur cet échelon-là, c'est que si chacun dans sa commune, on se pose juste la question de se dire, en fait, voilà, j'ai des demandes, il faut construire, sans avoir une visibilité à moyen terme, et de regarder ça à l'échelon d'un bassin de vie que normalement recouvre l'intercommunalité, on peut se planter. Donc il faut pouvoir regarder ça dans le temps long et avoir une organisation de son développement, notamment en matière d'habitat, penser à moyen et long terme. Alors, c'est bientôt le mois du breton. Sur notre territoire, la langue bretonne est bien vivante, il y a beaucoup d'écoles d'Iwan, le breton se parle encore, il y a des cercles celtiques, vous connaissez bien, je crois que vous avez présidé pendant longtemps le cercle celtique de Rijeka, il y a le Bagat de Quimperlé, le Trublion qui est en première catégorie. Du côté de Quimperlé Communauté, la culture ça compte. Oui, alors on parlait d'habitat parce que ça fait partie du confort de la vie, mais la culture, l'attractivité d'un territoire, ça passe aussi par toute cette capacité à partager des émotions qu'on peut retrouver à travers la vie culturelle. Et cette vie culturelle, elle est liée à la culture bretonne, notre identité. On a beaucoup investi ici en Pays de Quimperlé avec les collectivités, mais appuyé sur évidemment un réseau associatif extrêmement dense. Et c'est assez original d'ailleurs qu'une intercommunalité comme Quimperlé Communauté ait investi ce champ-là de la culture bretonne et de l'identité bretonne. On est une des intercommunalités de Bretagne à avoir le plus travaillé ce sujet-là. Et puis le champ de la culture plus largement, qu'on a aussi pensé à l'échelon de l'intercommunalité avec un festival comme le Festival des RIA, mais aussi un réseau des médiathèques avec bientôt un conservatoire et une salle de diffusion au cœur de la ville de
de Quimperlé. Et tous les intercos n'ont pas forcément investi ce champ-là, mais on a trouvé ça intéressant parce que ça construit une identité de territoire. Et quand on parle d'objets institutionnels comme les intercommunalités, de leur donner aussi de la chair par ces émotions qu'on peut retrouver dans les événements culturels et dans les équipements culturels, ça nous paraissait important. D'autant plus quand on peut appuyer sur notre identité locale. L'ERIA, c'est un rendez-vous atypique, une sorte d'ovni. Parlez-nous de ce festival gratuit qui a lieu chaque année en août, Ouais. l'ERIA. Alors c'est une histoire de un peu plus de 10 ans désormais. En 2009, on commence sur les communes de Riec, de Moëlan et de Cloire à avoir un festival d'art de la rue de 3 jours, 3 événements en 3 jours, un tout petit festival. On espère quelques centaines de personnes. Et au bout de 3 ans, on se retrouve avec un festival de plusieurs milliers de spectateurs déjà, de 3000 spectateurs. Et à ce moment-là, avec les collègues de la communauté d'agglomération, on prend le pari de se dire, allez, on monte directement plus qu'une marche, on monte presque tout un escalier pour monter un événement à l'échelle de tout le pays de Quimperlé. Donc toujours cet art de la rue, en espace public, en accès libre et gratuit, même si le festival coûte de l'argent évidemment, mais c'est assumé par les collectivités, Quimperlé Communauté au premier rang. On a un complice dans l'affaire qui s'appelle le Fourneau, le Centre national d'art de la rue du Fourneau à Brest, qui est lui aussi accompagné par l'État, par la région, par le département. On a aussi des partenaires privés. C'est tout ce collectif-là qui monte ce festival. Donc ça dure une petite semaine, 5-6 jours à la fin du mois d'août, avant la rentrée scolaire, avant la reprise du travail. Et ça nous permet d'irriguer comme ça tout le pays de Quimperlé, d'aller découvrir des lieux magiques au bord de l'eau. C'est un peu l'histoire. Au départ, les RIA, c'est bien nos estuaires bretons comme le Bélon ici. Mais on va aussi à l'intérieur des terres, au bord des rivières très souvent. Et ces rivières, c'est bien celles qui arrivent aussi dans nos estuaires. Donc on garde une logique. Et donc c'est selon les années, on a 20, 30, 40 compagnies, une soixantaine d'événements, 60 000 spectateurs environ, même si en espace public c'est évidemment difficile de bien compter le nombre de spectateurs, mais on est souvent plus victime de notre succès qu'inquiet de voir peu de monde devant un spectacle. Donc c'est un vrai moment de partage d'émotions, mais aussi d'identité, pour construire une identité de territoire, je l'évoquais juste avant. Alors, je dirais la faiblesse du territoire, si je peux me permettre, c'est peut-être son image ou par rapport à d'autres coins de Bretagne. Je sais que vous avez une réflexion, vous travaillez sur cette image, sur cette destination touristique du pays de Quimperlé. Quoi de neuf? Alors, on est un magnifique territoire, les images derrière moi le démontrent sans aucun doute, mais c'est vrai qu'on a un territoire à côté de Pont-Aven. Et Pont-Aven est une marque extrêmement connue, mais c'est pas de notre territoire. On est Concarneau, la Pointe du Raz, Quimper. De l'autre côté, on a le Morbihan avec tous ces sites, le golfe du Morbihan, Carnac, même l'Orient d'une certaine façon, et sa renommée autour de la voile. Et donc, on a ce pays de Quimperlé coincé entre tous ces secteurs, au cœur d'un magnifique territoire touristique. Et donc, on essaie de travailler cette image-là. On était historiquement plutôt ce qu'on appelait une base. On se retrouve en pays de Quimperlé et on irrigue et on se promène sur tout ce sud Finistère. Et avec l'Office de tourisme, on souhaite vraiment investir sur notre image parce que finalement, le pays de Quimperlé en lui-même peut occuper un touriste pour venir prendre du plaisir ici. Mais plus globalement, au-delà du tourisme, c'est aussi tous les visiteurs de proximité, parce que le tourisme en Bretagne, ce ne sont pas que des gens qui viennent une semaine pendant l'été, c'est aussi tout ce tourisme de proximité, de gens qui viennent à faire 1 heure de route pour un dimanche, un samedi, une balade en journée, qui viennent passer un week-end. Donc c'est tout ce public-là qu'on veut pouvoir toucher parce qu'est le pays de Quimperlé. Des paysages magnifiques comme ici, avec Riec-sur-Bélon d'un côté, Moëlan-sur-Mer de l'autre, mais aussi de magnifiques sites à l'intérieur du territoire. Je citerai les Roches du Diable, par exemple, pour en citer un au hasard. Parfait, merci pour ce paysage. On approche de la fin de notre entretien. Sébastien Miosek, maire, président d'Agglo. Vous vous rappelez votre élection de maire? Vous avez été élu le plus jeune maire de France au premier tour. Donc maire, président d'Agglo, c'est quoi la suite? Alors, je n'ai jamais été le plus jeune maire de France. Parce que élu au premier tour. Au premier tour. J'ai jamais été certain. J'y étais. J'ai jamais été certain d'être le plus jeune élu au premier tour. Mais en tout cas, j'étais un des tout plus jeunes en 2008, donc il y a maintenant presque 14 ans. J'avais 25 ans. Et en effet, 6 ans plus tard, j'ai eu la chance de devenir président de notre communauté d'agglomération. J'ai annoncé ma candidature aux élections législatives. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais en effet, j'aspire peut-être à d'autres fonctions assez différentes, mais d'une certaine façon complémentaires. Pour autant, je n'ai que 39 ans.
Je pense qu'on ne fait plus aujourd'hui des carrières de 40 ans de politique, donc j'aurai sûrement d'autres aventures professionnelles, même si les mandats d'élus et d'élus locaux, en tout cas pour ce que je fais d'ores et déjà, sont passionnants et extrêmement enrichissants, et quoi qu'il arrive m'auront enrichi l'homme que je suis et m'auront construit une expérience que je n'aurais jamais pu faire par d'autres fonctions. C'est un challenge formidable, et j'en profite pour passer un message citoyen. Engagez-vous, notamment dans les mandats d'élus locaux qui sont extrêmement riches pour apprendre de la technique, parce qu'on parle de plein de choses, mais aussi apprendre des gens, malgré parfois quelques contraintes, on va dire, et puis on voit pas toujours les bons côtés des gens, mais on rencontre beaucoup de gens qui sont formidables, et c'est ce côté positif que je veux retenir d'abord de mes mandats d'élu. Merci pour ce plaidoyer pour les élus et pour l'engagement. Sébastien Biosec, maire de Riec-sur-Bellon, président de Quimperlé Communauté, merci de m'avoir reçu. Bon vent et Kenavo à Véchal. Trugaré.